Voilà. Ok. Donc, bonjour à tous. Je suis Vincent Lacroix, je suis avec Sabine Pérez. On est tous les deux donc les responsables du Master Bienfo. Moi, je suis responsable du M1 avec. Donc, j'ai mis les nouvelles responsabilités pour la maquette qui commence cette année. Donc, à partir de la rentrée prochaine, je serai responsable du M1 avec Arnaud Marie et Sabine Pérez sera responsable du M2 avec Fabien Duchâteau. Et pour le master bioinformatique, la mention du master, ça reste Céline Brochier qui sera la responsable. Donc, si vous avez des questions sur le master, vous pouvez nous joindre avec les adresses mail qui sont indiquées ici. Je vais commencer par une présentation un petit peu du contenu de la formation. Et le mieux, c'est si c'est interactif, donc n'hésitez pas à interrompre pour poser vos questions. Au bout de 30 minutes, j'ai demandé à des étudiants aussi qui sont actuellement en M2 de venir. Ils nous rejoindront, je crois, vers midi et quart. Et ça permettra, si vous avez des questions aussi, de les poser directement aux étudiants. Ça permet d'avoir des informations complémentaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en place un master de bioinformatique? Parce que, en fait, il y a pas mal de besoins en bioinformatique en général avec différents domaines applicatifs. On casse pas mal d'étudiants en santé. Hein, il y a pas mal de besoins en santé, donc tout ce qui est épidémiologie, médecine personnalisée. Donc il y a pas mal de débouchés dans ce secteur. Du côté agronomie, il y a aussi pas mal de besoins en bioinformatique, en génétique des plantes. C'est un domaine où il y a historiquement pas mal de débouchés. Des applications en écologie et évolution et plus généralement environnement, c'est des choses qui se développent. Il y a notamment des liens qui sont faits avec un master B à Lyon 1 qui ouvre une spécialisation en métagénomique environnementale. Donc il y a aussi des liens qui sont tissés avec cette formation-là. Et puis dans l'industrie, il y a aussi des besoins en bioinformatique. C'est un secteur qui bouge quand même assez vite avec des données qui sont en évolution assez régulière. Donc, on essaie d'avoir une formation qui est à jour du type de données qu'on manipule et puis de la diversité qu'on peut avoir. Donc, vous allez voir dans les cours qui sont donnés, c'est assez varié. Mais donc, c'est un master qui s'appelle un master de bioinformatique, mais il y a pas mal d'étudiants après être diplômés, qui se définissent comme des data scientists. Et en fait, c'est un terme qui est de plus en plus employé aujourd'hui. Et de fait, on forme des étudiants qui savent analyser des données, et donc des données biologiques en particulier. C'est vrai qu'il y a une particularité aux données biologiques. C'est notre point de vue que c'est important de comprendre la biologie pour analyser des données biologiques. Et le terme data scientist, c'est un terme peut-être un peu plus générique. On dit, quelles que soient les données, moi je les mouline et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc évidemment, nous on veut former des étudiants qui comprennent bien quelles sont les questions biologiques et qui sont capables d'analyser potentiellement des volumes de données importants. Bon, les problématiques sont assez diverses. Moi, je trouve que c'est un domaine où on touche à plein de choses. C'est ce que je trouve intéressant. En fait, via les collègues, les collaborateurs biologistes avec qui on travaille, on touche à des applications variées. Et de fait, les étudiants se casent en stage et en emploi dans des secteurs assez variés. Le but de la formation, c'est donc il y a les étudiants. Il y en a qui vont vraiment faire de l'analyse de données, donc plus la question bio, c'est plus la question bio qui les attire, qui les intéresse. Il y a une sous-partie des étudiants qui aiment beaucoup les aspects programmation, développement, donc ils vont se spécialiser un peu plus dans la conception de méthodes, développement de logiciels, d'interface web. De fait, dans la formation, on demande à ce que les étudiants touchent un peu à chaque secteur. Après, il y a un gros besoin de formation en bioinformatique. Il y a pas mal de gens qui ont besoin de la bioinformatique qui ne savent pas faire. Et de fait, les étudiants qu'on forme, ils se retrouvent des fois dans un rôle de conseil et de formation dans les labos dans lesquels ils sont embarqués en stage et en emploi. Ils peuvent être soit dans une structure où il y a déjà pas mal de bioinformaticiens, soit dans une structure où ils doivent aider à démarrer l'activité.
il y a pas mal d'endroits où ça démarre, donc ça peut être enrichissant aussi d'être dans ce type de structure, donc c'est bien d'avoir des expériences différentes. Voilà. Les débouchés, donc il y a à la fois dans le public et dans le privé. Pas mal de recherche et développement, c'est quand même un secteur un peu de pointe, comme c'est déjà un secteur pluridisciplinaire, il faudrait comprendre à la fois la biologie et l'informatique. Il y a des emplois dans les plateformes d'acquisition de données. Donc, quand on produit des données, il y a besoin de bioinformaticiens pour savoir un petit peu aider à la planification expérimentale, puis savoir un petit peu comment valoriser ces données juste une fois qu'elles sont produites. Bureau d'études, voilà. Donc après, il y a les différents secteurs applicatifs dont j'ai parlé, mais des travail d'ingénieur en bioinformatique à l'issue de la formation. Puis il y a une partie des étudiants qui ont envie de continuer un peu plus sur les aspects recherche et une partie d'entre eux qui choisissent de continuer en thèse. Voilà. Alors, une spécificité de la formation de bioinformatique, il y en existe plusieurs en France. Celle-ci, elle est ouverte à l'alternance dès le M1. Donc, c'est possible de s'inscrire en alternance soit pour le M1 et le M2, soit que pour le M2. Par rapport à d'autres formations en bioinfo, celle-ci, elle est un peu plus explicitement orientée méthodo. Donc, il y a pas mal de formations. Donc, le parti pris, c'est de se dire, voilà, les technologies, elles évoluent quand même régulièrement. Donc, vous vous formez sur une techno, puis après, on change de techno après, c'est un peu dommage. Donc, on essaye de vous former sur les outils méthodologiques qui soient durables dans le temps. C'est-à-dire que la méthodo qu'il y a derrière les logiciels que vous allez utiliser, ça bouge pas tous les ans. Les maths, ça bouge pas tous les ans. Donc, du coup, il y a un bagage en maths info qui est important, qu'on essaye de conserver, de bien structurer dans la formation pour que cette formation, elle soit utile longtemps. Voilà, il y a pas mal d'informatique, il y a des lieux qui sont mutualisés avec le département d'informatique, donc il y a la possibilité d'être formé. Donc en M2, les étudiants sont en promo avec les étudiants des départements d'informatique, donc du coup il y a une socialisation, c'est intéressant aussi de rencontrer. C'est après l'intérêt de la pluridisciplinarité, je trouve, c'est de discuter avec des gens d'horizons variés. Voilà. Ce qui marche bien dans la formation, il y a pas mal de projets. Chaque semestre, il y a un projet. Donc ça, c'est quelque chose où on se rend assez vite compte de, tiens, qu'est-ce que c'est que le métier de l'informaticien? Il n'y a pas que des cours magistraux il y a pas mal de TP déjà dans les UE. On va dire les projets, c'est une autre façon de se mettre enfin de réaliser ce que c'est que le métier de bioinformaticien. Et ça, c'est donc il y a un projet chaque semestre par groupe de 3-4. On a des sujets qu'on récolte et puis on les assigne aux étudiants en fonction de leur goût. Et puis on demande aussi à ce que chaque groupe d'étudiants soit remixé d'un semestre à l'autre pour que les gens apprennent à travailler ensemble avec des équipes variées. Voilà, ça fait partie des apprentissages en master, travailler en groupe avec des gens qui ont des personnalités différentes. Donc il y a ce côté-là qui est enrichissant, auquel on essaie de prêter attention. Et c'est quelque chose qui marche bien. On se rend compte que les étudiants apprennent bien aussi dans ce contexte. Voilà. Donc sur Lyon, il y a pas mal de structures de recherche qui peuvent accueillir des étudiants en bioinfo. Donc il y a une recherche qui est de bon niveau. Et puis il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui embauchent en bioinformatique. Donc au niveau régional, on est plutôt bien positionné, on va dire, sur le secteur. En M1, la capacité d'accueil, donc on a un master qui accueille 25 étudiants pour chaque promo. Les étudiants d'où ils viennent, donc les cursus qui sont recommandés, c'est licence sciences de la vie, soit spécialité bioinformatique ou biochimie. On a quelques étudiants aussi qui font une licence en biodiversité puis ils souhaitent renforcer la composante bioinformatique. On a des étudiants en GBC qui voulaient aussi renforcer leur compétence en bioinformatique. Donc il y a la possibilité, on est diplômé d'une licence sciences de la vie, de candidater en M1. Il y a aussi des étudiants qui viennent de Math Info et donc qui se forment à la bioinformatique en M1. Donc au début du M1, il y a une petite période de 15 jours dans laquelle on fait ce qu'on appelle une remise à niveau, qui est relativement restreinte, mais qui permet de donner à chacun les bases qui peuvent lui manquer en fonction de son cursus antérieur. Mais donc,
On reçoit un certain nombre de candidatures qui viennent d'horizons variés. L'examen des candidatures se fait en 2 temps. D'abord sur dossier où il y a une présélection sur les dossiers et ensuite un entretien où on convoque les étudiants pour un entretien et ils expliquent voilà, leur cursus et surtout les raisons pour lesquelles ils candidatent dans le master de bioinformatique. Et donc c'est à l'issue de l'entretien qu'on se prononce sur les admissions. Les années précédentes, il y avait donc 2016, c'était l'ouverture du master, c'était vraiment la toute première promo. Mais progressivement, on arrive à un peu plus de moitié d'étudiants qui viennent de Lyon 1 et une petite moitié qui vient de l'extérieur. Et en termes de cursus antérieur, il y a donc pareil, un peu plus d'une moitié qui vient d'un cursus antérieur en bioinformatique et des étudiants qui viennent d'autres cursus. Voilà un petit peu les proportions des cursus antérieurs qu'on a eu ces dernières années. Donc une fois qu'on est en M1, comment ça se passe pour le M2? Donc en fait, il y a a priori une seule spécialité de M2 en bioinformatique. Hein, ça se suit, il s'appelle méthode et analyse. Il y a la possibilité de faire une filière entrepreneuriale. Le stage est remplacé par une création d'entreprise. On a eu ça. On a eu le cas qui s'est présenté une fois. Il y a un étudiant qui a souhaité faire ça. Donc il a un stage qui est adapté, mais donc l'immense majorité des étudiants passent par ce M2. On a quelques étudiants qui nous rejoignent en M2, qui avaient fait un M1 dans une autre université en bioinformatique, mais c'est assez rare. On a vraiment cette idée de former des gens en 2 ans. Okay. Et donc, les effectifs, c'est effectivement de fait autour de 25, il y a des petites variations. Le taux de réussite du M1, donc c'est quand même une formation exigeante, il y a pas 100% de réussite au M1, en fait, il y a un certain nombre d'étudiants qui ont besoin d'une seconde année pour valider le M1, donc il y a des redoublements chaque année. Quelques étudiants qui choisissent de se réorienter à l'issue du M1, il y en a aussi qui ont trouvé du travail dès le M1, en fait, parce qu'ils avaient la capacité enfin, c'était plutôt le côté programmation, en fait, qui ouvre un certain nombre de portes aussi. Voilà. Alors, donc, une fois qu'on a validé le M1, en fait, une fois qu'on a mis en M2, là, on a un taux de réussite qui est quasiment de 100%. Donc, effectivement, une fois qu'on a passé le M1, donc à chaque fois, les redoublements qui ont eu lieu ont été efficaces, c'est-à-dire que c'est effectivement des étudiants qui avaient besoin d'un petit peu plus de temps pour acquérir les compétences. Et puis à la fin, nous, notre but, c'est de former des gens qui sont vraiment avec un diplôme qui correspond à une vraie compétence en bioinformatique. Voilà. Comment ça marche au niveau de la formation, les différents UE? Alors, je ne vais pas détailler chacun, mais les codes couleurs, en gros, en vert, c'est plutôt la bioinfo. En violet, c'est le côté info. Et puis en bleu, c'est plus biochimie. Donc, au départ, c'était 3 départements de l'université qui s'étaient réunis pour former ce master. Donc, on a gardé cette coloration initiale. Donc, il y a ce que j'expliquais au début, donc une remise à niveau au tout début du premier semestre. Un stage DEM1, qui est un stage obligatoire qui fait minimum 2 mois, souvent c'est 3 mois. Et puis les projets dont je parlais qui sont à chaque semestre. Il y a un projet qui correspond à 3 ECTS, c'est des plages dans l'emploi du temps qui sont dédiées à ça. Donc ça, c'est assez structurant dans la formation. Donc les étudiants qui sont en alternance, c'est les périodes où ils sont en entreprise. Et les étudiants qui ne sont pas en alternance, ils font les projets à ce moment-là. Voilà. Et donc en M2, il y a au second semestre, c'est le stage de M2 donc, qui occupe 6 mois. En fait, je me rends compte que je parle vachement et j'ai peut-être vous avez peut-être des questions au fur et à mesure. Ouais, vas-y. Est-ce que ceux qui débutent en alternance, qui sont obligés, par exemple, de faire le stage de demande est-ce qu'ils vont devoir faire les deux ou ça se passe comme... Ouais, très bonne question. Donc, en fait, quand on est en alternance en M1, en fait, le stage et les projets se font en entreprise. Donc, en fait, ça remplace. C'est-à-dire que tu fais pas. Donc, ceux qui sont en alternance en M1,
tout l'aspect stage, ça correspond à ce qui se passe en entreprise. Et les yeux d'insertion professionnelle que suivent les autres étudiants, ceux qui sont en alternance, ils ont un cahier d'alternance à remplir. Donc, il y a cet aspect-là. Ouais. À propos du stage de remise à niveau, ouais. Du coup, c'est avant le début du semestre? Non, c'est au tout début, en septembre. 1er septembre, c'est la rentrée. Et puis, il y a 15 jours de, donc, c'est une formation en peu de temps. Hein, donc, c'est en fait, ce qu'on demande aux étudiants, en fait, c'est de valider. Donc, il y a on va dire, il y a plusieurs populations d'étudiants. Les étudiants qui ont déjà un cursus en bioinformatique en licence, donc typiquement ceux qui ont validé une L3 BISM, il y a un certain nombre de prérequis pour lesquels on pense qu'ils les ont déjà. C'est pour les étudiants qui viennent de l'extérieur, il y a en particulier une attention à porter au fait qu'il y en a qui arrivent avec des compétences en programmation qui peuvent être plus faibles et ce qu'on mise sur leur capacité de progression rapide. Et donc, du coup, ce qu'on demande, c'est d'arriver quand même suffisamment près au début de l'année pour qu'en 15 jours, on puisse donner des éléments de formation. Donc, il y a un peu d'Unix, un peu de Python, un peu de R, pour qu'ils puissent être pris en main suffisamment rapidement pour pouvoir ensuite profiter du reste de la formation. Donc après, dans la remise à niveau, il y a de la bioinfo aussi, il y a de l'alignement de séquence de Niedemann et Wunsch qui est revu en début d'année, enfin revu pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Un peu de blast. Après, en bioche, il y a une remise à niveau en bioche pour savoir qu'est-ce que c'est que des protéines, des acides aminés, essayer de bien. Il y a des choses qui peuvent paraître élémentaires à certains et difficiles à d'autres, mais tout le monde est obligé de passer l'examen de remise à niveau à l'issue des 15 jours. Et c'est vous qui choisissez ceux qui vont ou on peut y aller de manière libre? Pour la remise à niveau? Eh ben, l'examen est obligatoire à tous. Après, de fait, les étudiants, ils assistent à peu près à tous les cours chaque année. Après, s'il y en a qui disent, bah voilà, moi, j'ai déjà la compétence, je choisis de pas suivre tel cours, c'est possible. Pour cette UE qu'on appelle remise à niveau. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, oui. Du coup, le remise à niveau, elle est avant le semestre 1, c'est ça? Non, c'est au début de rentrée 1er septembre, et du 1er au 15 septembre, tu as la remise à niveau. Et après, on attaque les cours. Et c'est une UE qui est sur 15 jours. Voilà. Et c'est pour tout le monde? Bah, c'est une UE créditante qui est pour tout le monde. Donc, de fait, les étudiants assistent à tous les cours et passent l'examen. Et après, ceux pour qui c'était ils avaient déjà la compétence, bah, ils réussissent plus facilement. Mais ça fait pas de mal, en fait, de se remettre dans le bain et puis de rattaquer un peu fraîchement après l'été. En général, ça se passe bien. Et ceux pour qui c'est vraiment des nouveautés, ce qu'on leur recommande, c'est en fait de ne pas attendre le 1er septembre pour découvrir ce que c'est que la programmation, parce que ça va pas bien se passer. Donc, du coup, je pense que c'est important de... alors, je veux à la fois dire ça et à la fois pas décourager ceux pour qui la programmation serait nouvelle, parce qu'en fait, c'est extrêmement divers les vitesses de progression des gens en programmation. Enfin, je veux dire, c'est un domaine un petit peu particulier. Donc, ce qu'on recommande aux gens, s'ils sont intéressés pour candidater dans un master de bioinfo et qu'ils n'ont pas forcément fait de bioinfo avant, c'est simplement de commencer à se renseigner. Il y a des MOOC en Python qui sont bien faits. Il y a des interfaces comme, j'oublie à chaque fois ce truc-là, Rosaline, il y a un site qui s'appelle Rosaline où on peut apprendre à programmer par projet. Je trouve ça vraiment pas mal. Plusieurs étudiants qui m'ont dit, ah ouais, moi j'ai appris par Rosaline, c'est cool. Et en fait, ça permet déjà de se rendre compte, tiens, la bioinfo, ça pourrait m'intéresser, mais je suis pas sûr que ça me plairait. Ça permet de s'y confronter et de se dire, bah, tiens, effectivement, ça me plaît bien. Voilà. Ouais. Les yeux optionnels en lien avec d'autres mentions de master, c'est en lien avec... Là, ah oui. Donc, il y a des yeux dans des masters d'info. Il y a une UE qui s'appelle Technique d'apprentissage automatique, une UE qui s'appelle Graphes et complexité. Il y a une UE qui s'appelle... Enfin, c'est des jeux qui sont portés par d'autres masters, donc pas mal de masters en informatique. Il y a des jeux qui sont portés par le master de biochimie. Il y a une UE qui s'appelle biologie de synthèse. Après, il y a un panel d'UE. Et donc, en M2, le jeu, après, c'est la compatibilité des emplois du temps. D'accord ? C'est toujours un peu le casse-tête. On essaye de faire au mieux.
Donc, il y a des yeux. Donc, au fur et à mesure des années du master, au début, c'était pas facile. Hein. Et puis, on a quand même fluidifié pas mal le truc avec donc ces yeux, la prog web pour la info algorithmique pour la bioinformatique et visualisation de données biologiques qu'on a en fait rendu obligatoire en M2 pour justement être sûr d'avoir un canal commun au M2 pour un emploi du temps qui tienne la route. Parce que si tout est optionnel, c'était vraiment compliqué. Et du coup, il y a un côté chouette à se dire je fais vraiment ce que je veux, mais en fait, il y avait des cours qui tournaient en même temps. Enfin voilà. Donc on essaye d'avoir ce compromis-là. Voilà. Ouais. Les projets, c'est de quelle nature un peu? Ouais. Pour donner un exemple, donc ce qu'on fait nous en tant qu'équipe pédagogique, c'est qu'on essaie de récolter des sujets auprès des collègues qui ont des besoins en bioinformatique. Donc par exemple, je sais pas moi, il y a un collègue qui a séquencé un certain nombre de tumeurs et de tissus sains, et puis il a des besoins pour analyser ces données de séquençage, et il n'a pas la force vive pour le faire à l'instant T. Il se dit bah tiens, pourquoi pas proposer ça comme un projet pour des étudiants. Pour eux, ça les permet de commencer à se former, et ça met dans une situation un petit peu très professionnelle. Après, il n'y a pas, je veux dire, ça reste de la formation. Hein. Donc en fait, ce qu'on fait faire aux étudiants après, donc ça c'est un exemple. Après, il y a un projet de développement d'interface web pour un logiciel existant déjà. Donc le logiciel est accessible en ligne de commande, mais il n'est pas facile à utiliser pour les biologistes. Donc développer une interface web, ça peut être aussi un type de projet qu'on propose aux étudiants. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ça peut être assez varié. Voilà, Loumel qui est actuellement en M2 qui pourra répondre aussi à vos questions si vous voulez. Voilà, donc sur les projets, ça peut être assez varié, mais la structuration, c'est un peu, voilà, on récolte des sujets, on en a, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de sujets. Les étudiants, ensuite, ils voient la liste de sujets, ils disent, ben voilà, les 5 qui me plairaient le plus, c'est ça. Et puis après, on fait tourner un algo où on essaie de satisfaire un peu les choix des étudiants, mais en attribuant par groupe de 3 ou 4 les étudiants au projet. Après, quand on les assigne au projet, ils ont d'abord une dizaine de jours pour prendre en main le sujet, rencontrer le porteur de projet, comprendre la question, et puis ensuite, ils doivent rendre un cahier des charges, qui est un peu ce à quoi ils s'engagent dans la durée du projet. Et puis après, il y a une phase de réalisation d'un premier délivrable qui est, on va dire, soit un prototype s'il s'agit d'un développement logiciel, soit une première analyse de données si c'est une analyse de données. Et puis après, on finit le projet par un délivrable final et puis une soutenance. Et la soutenance se fait face au reste de la promo. Et c'est l'occasion, en général, il y a aussi les soutenances de M2 qu'on organise en même temps que les soutenances de M1, ça fait du bien entre les promos. Voilà. Donc les projets, ça peut être de nature variée, mais l'organisation, l'échéancier est un peu le même chaque semestre. Donc, voilà, semestre 1, c'est un peu de la découverte, semestre 2, c'est un peu plus. D'ailleurs, on demande à ce que les cahiers des charges soient rédigés en anglais et les soutenances soient en anglais à partir du semestre 2. C'est quelque chose qu'on a introduit cette année. Depuis l'année dernière, et c'est mis en place cette année. Une lésion, du coup, c'est plus de stats Alors, c'est une très bonne remarque. En fait, le côté stats, il apparaît pas clairement dans la maquette. Et c'est un peu trompeur. Parce que dans les yeux qui s'appelle méthode d'analyse de données pour la génomique, là, il y a de l'ACP derrière, mais ça apparaît pas. En fait, les titres des yeux c'est des yeux qui sont pluridisciplinaires. Et donc, les stats sont un peu, effectivement, cachés. Non, mais. Ouais. Elles sont un peu cachées. Donc là, il y a de l'ACP. Là, il y a du modèle linéaire généralisé. Du R, en fait, il y en a un peu partout, parce qu'en fait, R et Python, c'est les deux langages du data science, donc du coup, c'est important de les maîtriser tous les deux. Modélisation probabiliste pour la bioinformatique, c'est là où il y a une UE qui est plus vraiment axée stats. Il y a une UE qui s'appelle statistique bayésienne, qui est commune à plusieurs masters, qui est prise par, je sais pas, pas mal de gens dans la promo chaque année. Une douzaine, là, ouais, tu vois, donc ça fait majorité des F2. Après, les stats, elles apparaissent pas explicitement dans les intitulés des UE, mais voilà, il y en a un petit peu. De l'application. Ouais, pas mal de. Ça partira à les connaître un minimum en arrière. Mais ouais, On voit un tout petit peu en MADP avec Poney. Ouais. Enfin, après, c'est assez simple, c'est les corrections de
Correction de tests multiples. Ah oui, il y a un truc en maths où on s'est rendu compte au fur et à mesure des années, pour faciliter un peu plus la réussite aussi pour les yeux qui étaient plus méthodos, c'est on a mis en place une remise à niveau en maths aussi sur donc les jeudis après-midi, les séances d'exercice. Et puis il y a des formations, il y a des cours spécifiques de remise à niveau en maths qu'on a ajouté. Et donc ça, c'est pas une UE à part entière, c'est des cours complémentaires qui sont au niveau emploi du temps, ils sont dans la case projet, mais c'est pas de fait à l'intérieur des projets. Du coup, ça nous donne une petite flexibilité pour le contenu pédagogique, et notamment un collègue qui avait la possibilité de des cours en learning, donc en machine learning, et donc on disait que c'était intéressant de le faire intervenir aussi dans ce cadre-là, ce qui était un petit peu plus souple. Donc le côté projet, ça donne un petit peu de souplesse à la maquette, parce qu'après voilà, on a une maquette initiale et puis on l'a fait évoluer, et voilà. Ça marche. S'il y a d'autres questions, ceux qui sont à distance, je ne sais pas si vous entendez bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que du coup c'est peut-être moins. Ouais. N'hésitez pas à interrompre. Du coup, l'organisation des UE, en fait, elle va évoluer sous forme de blocs de compétences dans la prochaine maquette. Donc, c'est un peu à l'étape de réflexion, mais du coup, les compétences qui sont aux deux UE peuvent être regroupées sous forme de grands blocs. Donc, analyser et modéliser des données, gérer et visualiser des données, concevoir des méthodes ou des pipelines. Et puis après, des compétences un peu transversales qui sont plus de communication, insertion professionnelle, etc. Donc, la manière de présenter la liste des compétences dans le master va être amenée à évoluer un petit peu. Idem en M2, donc ça c'est des choses qui vont être un petit peu, qui vont bouger un peu par rapport à cette année. Sur les stages, dans quel domaine est-ce que les étudiants ont fait des stages? Donc il y avait des stages en bioinformatique à part entière, donc vraiment des stages où le contenu même c'était de la bioinfo, c'était une petite moitié. Beaucoup de stages en santé, on a eu ces dernières années, puisque ce que je vous disais, il y a pas mal de besoins en fait de bioinfo en santé. Après, il y a eu des stages aussi. Donc on a quand même dans chaque promo des étudiants qui disent bah tiens moi j'adore l'informatique, donc ils veulent vraiment faire de l'informatique. Donc c'est aussi un débouché de fait du master bioinfo, mais on demande quand même à ce que les stages aient une coloration à minima en biologie, sinon pour se former en informatique vous mettez dans un master d'informatique. Mais de fait, le fait de savoir programmer, ça ouvre aussi ses portes. Il y a la possibilité de trouver des stages dans la région, et évidemment on peut aller plus loin. Il y a des stages qui sont faits un peu partout en France. On a aussi eu à l'international, il y a eu une série de stages au Japon, en fait, qui avait un partenariat qui avait été mis en place, notamment par un enseignant de la formation, là, Guillaume Launay. Après, il y a la possibilité donc pour un stage de M1 qui est de 2 mois, c'est plus difficile évidemment d'aller plus loin, mais à partir du moment où on fait un stage un peu plus long, si on l'étend 3 mois ou 4 mois, il y a possibilité enfin voilà, c'est possible d'aller plus loin. Et pour le stage de 6 mois, c'est encore un peu plus facile puisqu'il y a plus de temps. Voilà. On a un chiffre d'insertion professionnelle donc vous pouvez aller voir sur le site OVE, donc Observatoire de la vie étudiante, où en fait vous avez donc les statistiques d'insertion après 12 mois. Donc là, basé sur le nombre de réponses qu'on reçoit, ce qu'on peut voir, c'est que il y a un certain nombre d'étudiants qui choisissent de continuer en thèse après le master. Donc c'était à chaque fois pas la moitié. Donc il y en a, c'est l'année juste après le master. Des fois, ça peut être l'année d'après, après un premier contrat, ils se disent bah, tiens, pourquoi pas continuer après, suivant aussi les opportunités. Donc parmi les répondants ensuite, il y en avait la plupart qui avaient trouvé un emploi, quelques-uns qui étaient encore en recherche d'emploi après 12 mois, soit qu'ils avaient eu un premier emploi court, soit qu'ils étaient encore à la recherche après les 12 mois.
Donc, dans les répondants, les gens étaient plutôt satisfaits de la formation en disant que c'était bien en adéquation avec ce qu'ils faisaient dans leur emploi. Voilà, donc les chiffres pour la promo sortante de 2020, on ne les a pas encore, mais on les aura bientôt. Donc ça regroupe un peu des choses que j'ai déjà couvertes sur le fait que une fois qu'on est en M2, en général, on valide le M2 et c'est par les stages qu'on donne la coloration à son diplôme, et puis c'est souvent un premier lien vers une embauche si le stage s'est bien passé, ou vers des contacts qui sont pris et qui peuvent ensuite mener à l'embauche ensuite. Oui. Ça n'a un peu rien à voir, mais est-ce que par exemple, par la préparation du TOEIC, est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées ou ça reste individuel, chacun essaye de... Alors, pour l'enseignement de l'anglais, il y a des cours d'anglais en fait qui sont faits. Donc ça reste assez léger ce qui est proposé en termes de contenu de cours. Il y a une semaine intensive d'anglais en M1, une semaine intensive d'anglais en M2. Moi, j'ai essayé de développer un peu ça justement en faisant du lien avec les projets, en demandant à ce que les étudiants écrivent leur cahier des charges en anglais et puis puissent faire leur soutenance en anglais pour qu'il y ait en fait plus de pratique de l'anglais dans le master, parce que c'est vraiment, enfin, à mon sens, c'est vraiment important aujourd'hui de maîtriser l'anglais. Pour la préparation au TOEIC, en fait, à l'Université Lyon 1, il y a quand même un certain nombre de ressources qui sont disponibles, mais pas spécifiques à ce master, de manière générale, et qui ne sont pas forcément beaucoup utilisées par les étudiants. Donc, c'est ça que j'encourage vraiment les étudiants à utiliser les ressources qui sont disponibles. Donc, c'est possible d'avoir de l'aide à la préparation au TOEIC. Donc, il faut s'y prendre suffisamment tôt, hein, évidemment, pas attendre trop longtemps. Si on se dit qu'on a besoin de travailler plus l'anglais, faut le faire. Faut le faire dès qu'il y a l'occasion. Pendant la semaine d'anglais, on avait eu un test, enfin un exemple. On en avait fait un factice. Comme un blanc, quoi. Ouais, on avait fait un blanc. Je ne sais plus si on l'avait fait en M1. Je sais qu'on l'avait fait en M2. Après, bon, la semaine intensive d'anglais, c'est l'anglais, on nous donne des projets, des trucs à faire, des présentations et tout. Et puis, les profs sont plutôt sympas, ils font des trucs orientés un peu informatique dans les présentations que vous faites. Ça va, après, on a compris là-dessus pour apprendre Bah, juste une semaine, de toute façon, c'est totalement insuffisant. Donc après, c'est mieux que rien, mais ouais, en fait, pour progresser en anglais, c'est vrai qu'il faut arriver à le pratiquer. Un petit peu de pratique, ça va. Et après, ouais, je trouve que quand même, les ressources sont quand même pas trop mal faites, effectivement, surtout quand c'est les utiliser, mais j'en connais qui les ont utilisées et ça. Ça, encore une fois, c'est très hétérogène le niveau d'anglais avec lequel on arrive en master. Il y en a qui sont déjà très à l'aise, et puis il y en a pour qui c'est quelque chose qui est difficile. Et ça, si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, faut s'y prendre suffisamment tôt pour que justement la progression puisse être plus régulière. Malheureusement, à l'université, on propose que des semaines intensives d'anglais comme format en présentiel. Donc en fait, c'est pas le présentiel sur lequel ça suffit pas pour progresser en anglais. Donc après, voilà, je peux vous donner des recommandations générales. Regardez vos films en VO, des choses que vous avez déjà entendues 15 000 fois. Après, à un moment, de toute façon, c'est nécessaire pour avoir le diplôme de master de valider le TOEIC. Juste sur les stages qu'il y avait à l'international, c'était le M1 ou c'est quand même M2 ? C'était surtout en M2. Enfin, en M1, on a eu des stages en Suisse. C'est moins loin comme international, mais c'est possible. En fait, il n'y a pas de restriction. C'est juste dès lors que l'étudiant trouve un stage, nous, on valide le contenu pédagogique. Après, là, cette année, il y avait un étudiant qui cherchait. Donc, il y a eu, ces dernières années, avec le Covid, on a eu évidemment plus de difficultés. Et donc, voilà, il y a eu des stages en Angleterre, là où il y avait des questions de savoir si la convention, fallait que l'aide, s'il y a des aides de l'université pour voyager, mais il faut remplir il y a un correspondant à l'université qu'il faut contacter en amont pour savoir le timing pour remplir les dossiers. Donc, il faut s'y prendre plus à l'avance pour des stages à l'étranger. Mais chaque année, il y en a et c'est très bien. Oui. Parce que du coup, vous avez il y a des entreprises partenaires à l'étranger. Alors, les stages à l'étranger, ça a plutôt été des labos pour l'instant. Les stages en entreprise, ils étaient plutôt dans la région pour l'instant.
Après, je peux pas te dire de bêtises. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Surtout pour, je pense que vous pensez au Japon, il faudra peut-être diviser les labos, parce que déjà ils parlent pas l'anglais. Alors au moins les labos, ça force un peu plus à parler anglais. Et puis pour la Suisse, si jamais vous y pensez, moi j'en reviens, je ne vois pas le choix là-bas. Donc il y a la Suisse francophone, donc peut-être que c'est pas international comme ça, mais il y a énormément de chercheurs qui viennent de Suisse, c'est la majorité. Et si vous voulez pratiquer l'anglais plus faire le stage, vous pouvez la Suisse. Il y avait aussi le MBA. Ouais. Bah, il y a l'IBI qui est en Angleterre, il y a le MBL qui est à Heidelberg. Donc après, les centres de bioinfo en Europe. Après, moi j'ai fait mon postdoc à Barcelone, donc il y a quelques étudiants qui sont allés aussi en Espagne. Donc c'est un centre aussi de bioinfo qui est assez. Après, suivant le domaine dans lequel, le sous-domaine dans lequel vous travaillez, parce que la bioinfo c'est large en fait. Hein, il y a vraiment des opportunités dans différents domaines. Après. Voilà, il y a le côté biomath aussi, le côté métabolisme, donc, et plus aussi qu'on pense développer là, avec peut-être une nouvelle UE qui va ouvrir avec l'arrivée de Sabine Pérez. C'est aussi pour des évolutions possibles sur la modélisation métabolique. À partir de méthodes informatiques. Alors du coup, moi je pense que ouais, j'ai fait le tour des transpas et je vais juste remettre parce qu'en fait c'est pas évident de voir s'il y a des gens il y a des gens qui lèvent la main là. Donc évidemment je les voyais pas. Super. Alors du coup, le master est ouvert à la formation continue. Ça veut dire quoi ça? Julien, pourquoi le master est ouvert à la formation continue qu'à le dépôt des dossiers? Ok. Donc ça veut dire quoi la formation? L'alternance, c'est ça? Ça veut dire quoi la formation continue? C'est la formation en non-alternance? Je suis actif. Ah, pardon, d'accord. C'est que tu travailles, d'accord. Oui, alors la formation continue, c'est les gens qui travaillent et qui veulent se former. Donc on a eu un certain nombre de gens qui étaient en emploi et qui ont en fait interrompu leur emploi pour se former. Donc donc parce que c'est assez exigeant en termes d'emploi du temps. C'est compliqué de travailler en parallèle. Je pense que c'est pas possible de travailler en parallèle de ce master. Donc, si vous êtes en emploi et que vous voulez vous former en bioinfo, je pense que le plus simple, c'est de demander il y a des congés de formation, donc je pense que ça peut être le format peut-être le plus adapté. Après, il faut voir en particulier quel est votre emploi et quel est aussi. Donc, il y a des possibilités de reconnaissance des acquis professionnels avec ce qui s'appelle les VAE, validation d'acquis en entreprise. Si vous êtes formé déjà sur un certain nombre de choses que vous voulez faire reconnaître pour pouvoir candidater dans le master. Mais ouais, on a eu pas. Donc chaque année, on a des étudiants, des gens qui ont travaillé un temps et puis qui choisissent de reprendre leurs études en se disant bah tiens finalement j'ai besoin de cette formation complémentaire en bioinformatique ou j'ai travaillé un certain temps, certains c'était dans l'informatique et puis ils se disaient bah tiens j'aime bien mais en fait je trouve que j'aimerais bien contribuer à la biologie parce que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse et voilà si je travaille en informatique appliquée à je sais pas des domaines qui m'intéressent moins, je trouve ça dommage. Donc, ils viennent se former. Et souvent, les reprises d'études, moi, je trouve que c'est des profils très intéressants aussi. C'est enrichissant pour le reste de la promo. Donc, chaque année, on en a, on encourage ça. Mais d'un point de vue administratif, je pense que c'est pas possible de le faire en parallèle. Donc, on n'est pas en une formation continue où on ferait des cours le soir pour les gens qui travaillent la journée. Enfin, c'est pas possible. La majorité des étudiants sont en formation initiale. Et donc ceux qui travaillent, qui souhaitent reprendre les études, il faut trouver une solution économique. Pour ceux qui ont effectivement déjà un salaire, il faut arriver à s'organiser pour obtenir un congé de formation ou le faire sans salaire pendant un temps. Mais donc c'est une formation qui est sur 2 ans. C'est difficile de venir juste pour un an, juste pour le M2. C'est rare, c'est très rare. On admet quelques étudiants, c'est arrivé
chaque année, il y en a peut-être maximum un étudiant qu'on admet en M2, mais c'est qu'il a déjà fait un M1 de bioinfo, où il y a déjà un certain nombre de compétences qui sont validées avant. C'est des cas plutôt rares. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, donc si c'est, oui, voilà, la réponse c'est, donc sur 2 ans, se rendre disponible pendant 2 ans, très bien, ce type de candidature est la bienvenue, donc Julien, ta candidature est la bienvenue. Voilà. Ça peut être en alternance aussi, à partir du moment où on candidate au master, soit candidater en formation initiale avec ou sans alternance. Je ne sais plus quelle est la terminologie, mais ouais. Il y en a 2 qui ont fait ça cette année, c'est Margot et Benoît, et je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais eux, c'est des gens qui bossaient déjà, Ouais. Et qui sont passés en alternance, qui sont restés dans leur entreprise, Ouais. qui font du coup la formation en alternance. Ouais, du coup, la partie entreprise, c'est ils ont gardé la. Benoît, en fait, c'était pas la même. Ouais, c'est un petit peu différent. Non, il travaillait, mais il a effectivement travaillé en info, mais il a changé d'emploi. Il a choisi de faire la formation en alternance, et son alternance, il l'a fait dans un autre endroit que là où il travaillait avant. Oui, ça a changé. Voilà. Mais effectivement, ça utilisait la solution alternance, ouais, tout à fait. Donc, si vous êtes intéressé par l'alternance, il faut s'y prendre bien en avance pour contacter une entreprise qui puisse vous accueillir en alternance. Donc, il y a différents types de contrats possibles. On est en lien avec un CFE, contrat de formation, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, il y a un centre de formation des alternants qui peut accompagner les démarches. Voilà. Donc, au fur et à mesure des années, je vois que le nombre d'étudiants en alternance, on en a un peu plus en M2 qu'en M1. En M1, c'est un peu plus rare. D'une part, c'est plus dur à trouver. Et d'autre part, je trouve que c'est aussi intéressant le format projet où on change de sujet à chaque semestre. Ça permet d'avoir un panorama un peu large des activités en bioinformatique. Et voilà, c'est aussi quelque chose auquel on n'a pas accès si on fait de l'alternance dès le M1. Mais, voilà, après, il y a chaque année les deux formats qui se. Oui. Du coup, le contrat d'alternance, si on choisit dès le M1, enfin, si on Ouais. dès le M1, Ouais. c'est pour 2 ans. Alors, la plupart des contrats sont sur 2 ans si on commence dès le M1. Après, on a eu le cas d'une étudiante qui avait signé un contrat de 2 ans, puis finalement qui a dit voilà, au bout d'1 an, je voudrais revenir je voudrais changer de. Alors, du coup, c'était une rupture de contrat. Mais c'est possible. Mais sinon, pour le M1, les gens qui commencent l'alternance en M1, en général, les entreprises qui les embauchent de le M1, ils se disent ça va être intéressant de les avoir sur 2 ans pour avoir la capacité d'avancer et de progresser sur le temps plus long. Voilà. Vous avez les noms d'entreprises ou de laboratoires Ouais. qui recrutent un peu chaque année? Ouais. Du coup, dans la région, il y a Sanofi. Il y a donc au centre Léon Bérard, ils prennent chaque année des étudiants soit en stage, soit en alternance. Là, donc Benoît, il est là-bas, Benoît Sanson. Margot, elle est où? Elle est à Biomérieux, ouais. Donc Biomérieux, ils prennent des alternants chaque année. Après, Marie Verneret, c'était à l'établissement français du sang, à l'EFS. Après, il y en a qui sont au Génoscope. Donc, au Génoscope, c'est plateforme de séquençage au niveau français. Et puis, ils ont la possibilité de prendre des contrats en alternance. Comment elle s'appelle celle que tu suis Maréchal, qui fait les bases de données à Paris. Ah oui, c'est vrai. Il y a Hélène, je sais. Hélène Bocquet, elle est au Génoscope. C'est ça. L'INSA, voilà. Donc, elle travaille plutôt sur des trucs d'analyse d'image. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, c'est suivant ce que vous avez envie de faire. Hein. Vous pouvez trouver votre entreprise qui fait exactement ce que vous avez envie. On vous propose des choses, mais vous pouvez voir ailleurs aussi. Vous avez enrichir votre portefeuille aussi d'entreprise, donc n'hésitez pas. Ouais, typiquement, il y a des étudiants qui contactent des entreprises qu'on ne connaissait pas, et puis, parce que c'est leur projet. Et puis nous, notre rôle, c'est de voir si c'est cohérent avec le reste de la formation. Après, il y a aussi, comment ça s'appelle, Genoway. Ils ont embauché plusieurs étudiants de chez nous. Hein? C'est Alan. Alan, ouais.
Génoais. Il y avait Limagrin à un moment, je crois, Clermont-Ferrand. C'était pour les projets, ça? Et ben après, il y a des entreprises qui nous proposent des sujets de projet. Enfin, tu vois, on va dire que une fois qu'ils connaissent la formation, après, ils proposent soit des sujets de stage, de projet ou des contrats. Oui. Ah, pardon. Ouais. Moi, je voulais savoir, du coup, comment vous sélectionnez les dossiers à l'entretien? Ouais. Alors, donc, on reçoit effectivement pas mal de dossiers. La première chose qu'on regarde, c'est les résultats académiques. Donc, les notes en particulier du S5, parce que c'est les plus récentes, mais aussi les notes de licence, donc de L1 et de L2. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on est attentif en particulier aux résultats dans les UE un peu plus méthodos, parce que justement, pour des étudiants qui viennent de filières un petit peu plus... donc, on a une majorité de biologistes qui candidatent. Donc, on accueille des étudiants de maths info ou de biologie, mais on a une majorité d'étudiants de biologie qui candidatent. Donc, dans ces dossiers-là, on est attentif en particulier aux résultats dans les UE un peu plus maths, stats et info. On est attentif aussi si les étudiants ont fait des stages ou des réalisations personnelles d'un point de vue en bioinformatique. Donc, s'il y a des développements logiciels qui peuvent être présentés, donc il y a des gens qui ont, donc évidemment ceux qui ont travaillé en informatique avant et qui candidatent, on ne s'interroge pas beaucoup sur leur niveau en informatique, mais s'ils ont un projet lié à la biologie qui peuvent expliquer, démontrer, ça permet de s'assurer qu'il y a bien une bonne compréhension de ce que c'est une bonne appréhension de ce que c'est que ce secteur. Voilà, donc quoi d'autre? Après, on demande c'est essentiellement ça. Du coup, pour les personnes dans le BSM, ouais. Même si le S6, du coup, on prend en compte, vous allez quand même... Alors, pour les étudiants de Lyon 1, on peut avoir accès à... le calendrier, ça va être le suivant. Les candidatures ouvrent le 24 avril, je crois. Donc, le e-candidat, ça va être sur e-candidat. Il y a eu des rebondissements, mais donc c'est encore e-candidat cette année. Il me semble que ça ouvre le 24 avril. Jusqu'au 24 mai, il y a le dépôt des dossiers. Donc, deadline pour déposer les dossiers 24 mai. Et ensuite, nous, on doit examiner les dossiers et ensuite convoquer les étudiants pour un entretien à l'oral. Donc, la date n'est pas encore arrêtée. On est en train d'en discuter, mais les années précédentes, c'était, on va dire, autour du 10-15 juin, quoi, les entretiens. Donc, du coup, l'examen des dossiers, ça se fait avant. Et puis, on convoque un certain nombre de personnes à l'entretien. Ensuite, les réponses sont données en général assez rapidement. Et après, en fait, comme la plupart des étudiants ne candidatent pas à un seul master, mais à plusieurs masters, il y a un petit peu cette période dans laquelle il y a des listes complémentaires qui sont des personnes qui peuvent avoir été classées sur liste complémentaire dans un premier temps, qui sont ensuite rappelées en fonction des choix qui sont faits par les personnes qui avaient été classées dans la liste principale, mais qui finalement vont dans une autre ville. Par exemple, c'est assez courant que si on est intéressé par un master de bioinfo, de candidater à la fois à Lyon et aussi à Montpellier, à Marseille, si on est intéressé par une zone géographique plutôt sud de la France. Mais évidemment, donc la plupart des étudiants candidatent à plusieurs masters, donc il y a un petit peu cette période suite aux entretiens et donc jusqu'à mi-juillet, en gros, il y a un petit peu cette période où la liste se consolide, quoi. Mais la première communication de la liste principale et la liste complémentaire, c'est en général mi-juin, quelque chose comme ça. Entre mi-juin et mi-juillet, il y a cette période où faut que chaque personne fasse ses choix. Donc, plus vite les gens choisissent, plus vite ça libère des places pour les listes complémentaires. Et donc, en général, mi-juillet, on a une liste définitive, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que l'entretien avec tout le monde qui va le faire ou du coup c'est en fonction des classements, etc. que vous avez été amené à... Est-ce que tout le monde est convoqué à l'entretien? Ouais, voilà. Non, il y a une sélection sur les dossiers. Donc, c'est bien ce que j'expliquais. Donc, on reçoit, je sais pas,
peu plus de 200 dossiers. Après, vérification que toutes les pièces requises sont effectivement bien fournies. Et puis après, du coup, on convoque un certain nombre d'étudiants à l'oral. Et donc après, j'ai plus les chiffres, quoi, mais donc parmi ceux qui sont convoqués à l'oral, ensuite on fait une sélection parmi ceux qui sont pris. Mais donc je sais plus à chaque étape combien sont on essaie, enfin voilà, on fait pas non plus venir des étudiants à l'oral alors que de toute façon ils ont très peu de chances d'être pris. On essaie de faire quelque chose qui soit. Puis c'est aussi des dossiers sur lesquels on peut avoir des questions complémentaires à poser parce qu'on se dit bah tiens effectivement il y a ce point-là qui est intéressant, celui-là sur lequel on aimerait avoir un éclairage. Et en tout cas le processus est le même. Tous les étudiants suivent le même processus, sélection des dossiers écrits et ensuite entretien. Le format de l'entretien c'est la même durée pour tout le monde. Regarde s'il y a des questions à distance aussi. N'hésitez pas à distance, que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'interventions. Si vous voulez, soit par écrit, soit à l'oral, n'hésitez pas. Oui. Est-ce qu'il y a des conseils pour préparer l'entretien pour les étudiants? Je pense que c'est souvent ce qui se passe, c'est que donc il y a un petit peu une transition entre licence et master. Après, c'est très étudiant indépendant, hein, mais on va dire que c'est plus essayer de se projeter un peu dans ce qu'on veut faire de sa vie. Et donc, je dirais que c'est pour... on va interroger sur les résultats académiques qui sont un peu borderline. Si jamais dans le dossier, on a vu, tiens, il y a un point, effectivement, où il y a eu des résultats qui étaient en dessous des prérequis, qu'on puisse avoir des éléments d'explication s'il y en a à apporter. Et ensuite, si l'entretien, ça peut être l'occasion aussi justement d'expliquer un petit peu finalement quel est votre projet professionnel à terme, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une idée précise de ce qu'on va faire dans 10 ans, hein, mais de savoir justement où on va. Et ça permet souvent de se rendre compte un petit peu quel est aussi la personnalité, le niveau de maturité des étudiants aussi. Hein, je veux dire ce point-là. Dans un dossier écrit, il y a des choses qui passent, mais il n'y a pas tout qui passe. Et puis à l'entretien, on a aussi d'autres informations Donc après, on interroge l'étudiant sur les points sur lesquels on a des doutes en général. Donc il y a un jury qui est constitué des membres de l'équipe pédagogique qui essaye justement de bien d'avoir des précisions. Voilà. Donc si vous savez qu'il y a un point sur lequel vous êtes un peu léger, et il faut le renforcer le plus possible. Donc si je sais pas moi, si a priori dans votre dossier on peut avoir des doutes sur votre niveau en programmation, si le jour de l'entretien vous arrivez avec des éléments qui viennent expliquer, voilà, moi je me suis formé, j'ai validé un MOOC, j'ai fait une réalisation logicielle qui montre que non, en fait la programmation, j'ai la compétence qui va permettre de suivre correctement, ou je sais pas, ou s'il y a des éléments complémentaires. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a la distance aussi? Ça a l'air d'être bon, on arrive à la fin de l'heure. Hein, je pense qu'on est dans le timing. N'hésitez pas à poser d'autres questions aussi à Louis-Maël, qui peut rester un peu, une fois qu'on n'est pas là, des fois il y a d'autres questions qui peuvent être posées. Pardon? Des questions. On peut suivre par e-candidat. Oui, tout à fait. C'est e-candidat, ouais. Ouais. Tu l'as pris? Ouais. On n'avait pas eu de sujet de bio, non. Là, quand on classait des données, on a eu quoi? On a eu des codes bancaires ou ce genre de trucs qui sont des exemples types d'apprentissage. Non, on n'a pas spécialement en bio. Les projets, ils durent combien de temps, par exemple? Je ne sais pas, le projet du semestre 1, par exemple.
avait quoi? On a eu 1 mois et demi, 2 semaines. 5 semaines, c'est 5 semaines, il y a 2 semaines pour prendre le sujet en main. Après, vous retournez 3 semaines en cours et après, vous avez 3 semaines pour faire. On inverse, en fait. On vous réserve des blocs dans l'emploi du temps pour les faire. Moi, je me souviens que le sujet du S1, moi, il était compliqué parce que enfin, c'était spécifique au sujet, c'était un peu hardcore, mais le sujet du S2, c'était facile. Aussi à nouveau, parce qu'en fonction des gens avec qui tu tombes, là, c'était un sujet de réalité augmentée, et puis j'avais des copains qui étaient bons en info, donc on avait fait le truc très rapidement, on avait largement dépassé les notes. C'était absolument sans pression. Et ce DS, dans les semestres de M2, là, c'était. Ouais, pareil, j'ai eu le temps. On était que deux sur le projet, c'était du machine learning. Mais c'est bon, pas mal d'équipes. En général, il y a bien le temps de faire ce qu'il faut. Je ne crois pas qu'on ait des projets sur lesquels les gens étaient pris de court absolument. Et puis, de toute façon, même si on se rend compte que c'était trop dur ou autre, les choses qui bloquent, c'était pas bon pour les notes. Hein. Le premier projet là, dont j'ai parlé, qui était très difficile, on s'était tapé des incompatibilités avec les serveurs sur lesquels on bossait et autres. Bon, bah, des choses qui arrivent et puis le projet c'est plutôt bien. Vous mettez vraiment le en pratique, ça sort complètement, enfin, ça sort assez bien des cours. Parfois, ça va vous faire voir des choses que vous êtes censé voir après en cours. Mais vous voyez déjà les choses, vous comprenez mieux. C'est plutôt des trucs sympas. D'autres questions dans l'immédiat? Donc, nous, on reste joignable par mail. Si vous voulez continuer à poser encore quelques questions, moi, je vais plier. Je vais arrêter l'enregistrement. S'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat, je dis au revoir à tout le monde. Bonne journée.